Salut la gang, Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour mon preview de l'UFC Sao Paulo Blachowicz contre Jacare. Salut, ça samedi soir, c'est en soirée cette fois-là, c'est au Brésil. C'est une carte très brésilienne. Il y a quand même du name value dessus, mais on dirait que je suis pas vraiment en mesure de m'exciter pour cette carte-là. J'ai juste... on dirait que je suis fatigué. Littéralement, ça fait je sais pas combien de semaines qu'on a toujours un UFC à toutes les semaines, puis on est dû pour un break, là. Puis je pense qu'on a 2 semaines de congé avant le prochain événement, donc ça va faire du bien. Il va falloir en profiter en tant que partisan de MMA de ces 2 semaines de congé-là, où on n'aura pas des combats random. C'est sûr que si on avait l'UFC 244 à toutes les fins de semaine, ça serait malade ben raide, mais là, il y a eu beaucoup de Fight Night assez random, dont celui dont je m'en vais vous parler, pour qu'on soit en mesure d'avoir une carte autant stacked que l'UFC 244. Fait que c'est peut-être des effets résiduels. Bon, on a peut-être hâte au prochain Fight Night. On a peut-être pas hâte que ça non plus. Mais regarde, écoute, je suis là pour mes analyses et prédictions complètes pour chacun des combats sur l'UFC Sao Paulo, incluant le combat principal de la soirée, les débuts chez les 205 livres de Ronaldo Jacare Souza, qui suit les Chris Weidman et Luke Rockhold, qui ont pas eu tant de succès dans leur début à 205 livres. Et en plus, ils affrontent la même personne qui a absolument détruit Luke Rockhold à son arrivée dans cette division-là, c'est-à-dire Jan Blachowicz, qui s'est vraiment, là, dans les dernières années, positionné comme étant un des 4-5 meilleurs combattants à 205 livres et probablement un des combattants les plus méritants d'une chance au titre, même s'il semble s'être fait éclipser par Dominic Reyes récemment. Donc, qu'est-ce qu'il y en est de ce combat-là? Écoute, autant j'ai l'impression que Jacare a peut-être un meilleur style qu'un Rockhold ou qu'un Weidman pour avoir du succès à 205 livres, je ne crois pas qu'il va être en mesure d'arriver d'avoir beaucoup de succès contre Jan Blachowicz, pour la simple et unique raison que Jacare, oui, a beaucoup amélioré son striking. C'est quelqu'un qui est vraiment efficace debout, un très bon power dans ses mains, puis tu sais, ça peut causer du trouble à beaucoup de gens, ça. Même à 205 livres, selon moi, le problème, c'est son activité. Tu sais, c'est quelqu'un qui aime aller de l'avant, être vraiment un plodding fighter qui va avancer puis te faire justement fire en sa direction parce que tu avances, parce que tu le menaces avec ta pression, et lui répond avec des counters. Mais c'est pas quelqu'un qui est pressé de lancer, c'est pas quelqu'un qui lance beaucoup de volume non plus. Oui, quand ça touche, ça a tendance à faire mal, mais quand on se retrouve contre un striker qui est plus poli, qui est plus actif, qui va lancer plus de volume, puis qui a aussi du power comme Jan Blachowicz, ben c'est dur de se dire que Jacare peut avoir un avantage debout dans ce combat-là. Et puis Jacare a un avantage absolument suprême. C'est son combat au sol. C'est probablement le combattant du jiu-jitsu brésilien le plus décoré qu'on a dans l'UFC, ou presque, là, mais c'est un des grands grapplers qu'on a eu dans le sport dans les dernières années. Et puis tabarnouche, c'est même un bon lutteur. Il est capable d'aller bien chercher ses takedowns. Le problème, par exemple, en vieillissant, c'est qu'il en essaye même plus. On dirait qu'il est tellement concentré sur le fait de bien manager son énergie pour ne pas manquer de gaz dans les later rounds, ben ça fait que tabarnouche n'utilise plus ses takedowns, donc ne va plus au sol, donc est principalement un stand-up fighter maintenant, puis ça, je peux pas penser que Jacare va arriver là pendant 5 rounds et battre Jan Blachowicz debout oh, tabarnouche, a été raide ça, mais pour être franc avec vous, je trouve que c'est un match-up qui ressemble beaucoup à celui contre Jack Hermanson, que Jacare vient juste d'avoir à 185 livres. La différence près, c'est que je pense pas que Blachowicz va essayer de shooter sur des takedowns sur Jacare, même si Hermanson a montré que oui, tu sais, même si Jacare est un excellent grappler, c'est à la base quelqu'un qui est vraiment plus confortable sur le top, qui a une bonne game en dessous, pareil, mais que si t'es prudent dans la garde, puis tu restes vraiment très contrôlé, très tight, ben il y a moyen de jouer un peu dans la garde à Jacare sans se faire soumettre en quelques secondes. Là, c'est pas, mettons, un Charles Oliveira qu'on va voir plus tard sur cette carte-là, que même quand t'es sur ton par-dessus lui, il est presque plus dangereux là avec ses triangles, ses guillotines, ses affaires qu'il lance constamment d'en dessous. Bref, j'ai Jan Blachowicz dans ce combat-là, je l'ai par décision. Je pense que c'est un style qui va ressembler à peu près au combat contre Jack Hermanson, et puis que Jacare va, oui, certainement réussir à placer des bons coups ici et là, peut-être même de faire dire, oh, il est pas loin, d'après moi, il en lène d'un autre, puis Blachowicz va peut-être tomber, mais je pense que Blachowicz ne tombera pas, va
va l'outstriker et puis va défendre les quelques takedowns qu'il va peut-être avoir à défendre. Mais écoute, je m'attends plus ou moins à ça de la part de Jack Herring, qui est juste frustrant là, récemment dans sa non-utilisation de son grappling. Donc Blachowicz par décision. Le co-main event de la soirée, c'est encore plus triste. C'est Mauricio Shogun Rua qui affronte Paul Craig. Puis c'est incroyable de passer que Shogun est pas mal sur une séquence de victoires encore. Je pense qu'il y a une victoire consécutive, mais il y a comme 3 ou 4 victoires dans ses 4 ou 5 derniers combats. Quelque chose comme ça. Et puis tabarnouche, il se bat comme quelqu'un qui est vraiment ancien. J'ai plus envie vraiment de voir ça, mais il gagne. Fait qu'est-ce que le monde peut lui dire? C'est pas comme si ça faisait 8 combats en ligne qu'il perdait. Là, tu sais, un moment donné, big. Je pense que ça marche plus ton affaire, mais quand il gagne puis qu'il est encore des rankings de sa division, mais qu'est-ce que tu veux faire vraiment pour dire continuer à le regarder puis trouver ça triste que le fantôme de Shogun soit là en train de gagner des combats dans l'UFC. Donc, contre Paul Craig, tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Il va sûrement défoncer Paul Craig debout. On a vu dans son dernier combat que, tu sais, contre Tyson Pedro, il était capable d'affronter quelqu'un qui est pas mal une submission threat, puis même de se battre au sol avec lui là, s'il a à le faire. Donc je suis pas vraiment inquiété pour Shogun dans ce combat-là. Je pense que on va avoir beaucoup de moments où Paul Craig va être un peu desperate dans le clinch contre la cage, puis va essayer de pull guard, puis va essayer de sortir un Hail Mary submission comme lui seul pour vrai est capable de le faire en général, mais je pense que Mauricio Shogun va le piece up debout, puis va probablement gagner ça par TKO là, au deuxième round. Je pense que Craig est assez tough, peut pas un round, mais il est le genre de gars qui a tellement peu de défensive debout qu'il va se faire toucher solidement un jour ou l'autre, puis il est finissable. C'est pas mal comme ça qu'il perd ses combats en général. Donc j'ai Shogun TKO au deuxième round. Ça nous mène un combat absolument inexplicable. Chez les 155 livres, on a Charles Oliveira face à Jared Gordon. Et puis c'est inexplicable parce que tabarnouche, pourquoi Charles Oliveira se bat constamment contre des gars de milieu de division? T'sais, Oliveira est dans les rankings. Je pense que l'UFC est le 13e au monde dans cette division-là. Moi, je suis plus d'avis qu'il est top 10, peut-être genre 7, 8, quelque chose comme ça, là, dans la division lightweight présentement. Puis il affronte jamais d'autres contenders. C'est plate. Je me demande c'est quoi le plan. Là. Il y a 6 victoires consécutives présentement. Ça va probablement être 7 après ce combat-là. Parce qu'on s'entend que Jared Gordon, oui, c'est un pressure fighter. C'est quelqu'un qui aime mettre la pression, avancer, lancer ses mains. Mais tout ça finit souvent dans le clinch. Et puis dans le clinch contre Charles Oliveira, c'est excessivement dangereux. Parce que de un, il est capable d'attaquer les flying ci puis les flying ça. Là, d'un tie-up dans lequel je peux lancer un flying armbar, flying triangle, des choses comme ça. Est aussi un bon fighter Muay Thai qui a vraiment réussi à améliorer son striking beaucoup. Puis lui, ça complimente bien son grappling game. C'est pas quelqu'un qui, comme Jack Herring, va juste striker tout le combat. Oui, des fois ça arrive quand il affronte, genre, mettons, Frankie Edgar, qui est juste pas capable de le takedown puis d'aller au sol, puis que ça fait un combat juste de striking, puis ça fait qu'Oliveira perd. Mais tu sais, contre la majorité des gens, s'il est pas capable de les amener au sol, il est capable de pull guard, puis même contre Daniel Teemer, mais c'est dans le clinch qu'il l'a un peu rudoyé. Quand ils se sont séparés, il a lancé quelques shots, puis quand Teemer a tourné le dos, il a juste pété un anaconda le debout, puis il a pull avec ça, puis il l'a fini au sol. Donc tu sais, Charles Oliveira a des millions de façons de soumettre les gens, et Jared Gordon, de par son style même, va probablement se rentrer tête première dans ça. Donc j'ai Oliveira par soumission au premier round. Ça nous mène à un combat assez bâtard. C'est incroyable comment les combats bâtards sont tous sur la main card, puis que les prelims sont assez bons sur cette carte-là. Mais bref, c'est chez les 185 livres, deux gars du Contender Series, Antonio Arroyo contre André Muniz. Je ne sais pas vraiment de quel côté aller dans ce combat-là, pour être franc avec vous. Arroyo, c'est un bon striker, un bon kickboxer. J'ai bien aimé, généralement, ce que j'ai vu de lui debout. Ça va, je ne sais pas, pour vrai, c'est un dur combat, parce qu'on a André Muniz, qui est quand même un sauvage, là, je vous dirais en général, un gars qui a tendance à très peu s'occuper de sa défensive et beaucoup s'occuper de son offensive. Ça fait que des fois, je suis capable d'overwhelmer des gars, puis je vous verrais pas
je verrais pas ça ne pas être possible contre Arroyo, qui reste un prospect, qui reste un gars qui est jeune, qui a quand même 11 combats pro, il a un peu d'expérience, mais il est pas encore arrivé à son pied, il est pas encore arrivé au stade où il a tout vu, puis un gars qui est agressif à tort comme ça, il est capable d'un peu jouer au matador avec lui, puis de trouver ses ouvertures, parce que ouverture, il va y avoir. Quand même, je pense que je dois y aller pour Arroyo ici parce que Muniz, malgré le fait qu'il est très agressif, ne m'a pas nécessairement démontré être un grand finisher debout. A souvent besoin d'aller au sol et puis j'ai comme l'impression que le fait qu'il va être très 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 ouvert debout et le fait qu'il sera probablement pas capable d'accomplir tant grand chose, c'est debout en termes de menacer, je m'en vais dire Trocoli, mais c'est pas Trocoli, c'est Arroyo, Antonio Arroyo. Euh, j'ai l'impression que ça va faire il va se rendre compte assez vite que c'est au sol qu'il va finir ce combat-là s'il est pour le finir. Et d'après moi, ça va faire qu'il va pas mal shooter de façon désespérée parce que c'est pas mal ça qui fait être désespéré, je vous dirais en général dans ces combats-là. Mooney se bat avec l'énergie du désespoir, se bat comme un gars qui il n'y a pas de lendemain à ses combats, puis il va de l'avant, puis il pense pas trop à sa défensive. Il dit la meilleure défensive est l'offensive, mais dans son cas, des fois, c'est pas toujours le cas parce qu'il est super ouvert à se faire counter. Puis j'ai l'impression que plus le combat va avancer, plus il va être désespéré que ses takedowns, plus ça va devenir facile pour notre ami Antonio Arroyo, que j'ai par TKO au deuxième round ici. Et ça nous mène au premier combat de la main card. Un combat qui devait opposer Marcus Perez à Jack Marshman. Marshman s'est blessé, cependant, il a été remplacé par Wellington Turman, qui est un prospect de qui je ne sais pas trop quoi penser non plus, pour être franc avec vous, parce que je lui ai pas été mauvais, ok, dans son combat contre Carl Roberson, son premier combat dans l'UFC. Il a vraiment, il semble vouloir ramener le combat dans le clinch. Ça semble vraiment être comme un lutteur brésilien, la chose qu'on voit assez rarement. C'est pas le style le plus courant, mais il semble vraiment être ça. Il a peut-être manqué un peu de jus dans ce combat-là. Moi, j'ai comme quand même l'impression qu'il a battu Robertson ce soir-là, mais on dirait qu'il a manqué un peu de jus, il a manqué l'opportunité de mettre un stamp justement sur sa victoire. Puis c'est Robertson qui a réussi à avoir quelques moments significatifs dans le combat qui ont fait que c'est allé en sa direction. Puis je pense que c'est bien correct comme ça. Contre Perez, parce qu'il y a vraiment deux façons que ça peut arriver, ça. Il y a Turman qui va mettre beaucoup de pression, puis qui va finir par complètement gazer Marcus Perez, qui lui-même est un combattant assez agressif, qui va vouloir swinger wild debout, puis qui il est pas bon debout, il n'y a pas vraiment de lutte. C'est le classique brésilien de Jiu qui a aucune lutte. Puis il est bon sur le top, mais il y a beaucoup de difficultés à se retrouver là. Reste quand même un submission fighter assez dangereux. Là, on l'a vu contre Anthony Hernandez qui clinchait beaucoup contre la cage. Pareil, il est juste allé chercher un anaconda là, debout et puis il l'a fini de là. Puis j'ai comme un peu l'impression que c'est vers là que ça se dirige. C'est soit que Turman met beaucoup de pression, gaz out Perez et le bat par décision, ou Turman met beaucoup de pression, clinche beaucoup, puis se fait pogner dans une soumission à quelque part avant que Perez soit trop gaz out. Perez a plus d'expérience dans l'UFC ou tout. C'est quelqu'un qui a quand même été là, puis qui a quand même mangé une coupe de volée, puis qui est maintenant plus expérimenté, c'est plus comment réagir dans la cage de l'UFC qu'un Wellington Turman qui va en être seulement à son deuxième combat. Donc j'ai Marcus Perez par soumission au deuxième round ici. Ça nous mène aux prelims. 170 livres, on a Sergio Moraes face à James Krause. Et puis écoute, si Sergio Moraes se bat comme dans les derniers combats, je vois absolument pas comment il va battre James Krause, qui est un excellent distance striker, qui sait très bien se servir de ses pieds pour garder sa distance, puis va juste probablement piece up Moraes at range assez sévèrement, surtout que Moraes c'est pratiquement juste ça qui fait, être at range puis être super peu actif, puis il y a comme une game de gars qui voudraient lancer du volume parce qu'il lance avec absolument aucun power, mais il lance même pas de volume, donc c'est pas
c'est pas quelque chose d'incroyable, surtout qu'il est sur une très mauvaise séquence où il paraît de moins en moins bien à chacun des combats. Donc c'est un pick assez facile pour moi. J'ai James Krause ici, TKO au troisième round, parce que c'est quelqu'un qui a tendance à bâtir son offensive puis d'atteindre son paroxysme vers le troisième round. Donc je pense que c'est pas mal vers là qu'on se dirige. C'est Krause qui commence tranquillement à bâtir ses attaques puis devient de plus en plus dominant plus le combat avance en route vers un finish par TKO au troisième round. Ensuite, 145 livres, Ricardo Ramos fait ses débuts dans cette division-là, fait le saut de chez les 135 livres. C'est bien correct qu'il était gigantesque à cette division-là, anyway. Et affronte Eduardo Garagori, puis ça va être un bon combat parce que c'est deux kickboxers assez intéressants. Mon bottom line ici dans ce combat-là, ça revient encore à l'expérience, puis au polish. Je vous dirais que Ricardo Ramos est peut-être un peu plus poli que son adversaire. Pas en termes de politesse, mais en termes de polissage, là, vous comprenez ce que je veux dire. Et puis, ben, ça fait que sur un combat de 15 minutes, va réussir à edge les petits moments pour probablement, je vous dirais, finir Garagori parce que c'est un finisher, le Ramos. C'est un gars qui est capable justement d'être assez patient. Mais tu sais, on dit assez patient, c'est quelqu'un qui est capable de genre lander quand même du volume, s'assurer d'être en avantage dans ce combat, dans le combat qu'il est en train de disputer, mais de quand même pas trop courir après un finish. Il y a des gars que oui, ils ont l'avantage, mais tu vois qu'ils poussent tellement après un finish que c'est taxant pour eux. Puis surtout à 145 livres, je m'attends à ce qu'il y ait encore plus d'énergie probablement qu'à 135 livres, étant donné qu'il va couper beaucoup moins de poids, puis qu'il va quand même avoir un très bon frame pour cette division-là en général, je vous dirais. Donc j'ai Ramos ici par TKO au deuxième round. Je pense qu'un peu comme James Krause va bâtir son attaque tranquillement puis va trouver un moyen de finir son adversaire qui est bon. Garagori est bon, c'est un bon petit kickboxer. C'est encore un prospect qui est jeune puis il est raw encore un petit peu. Il va avoir besoin de polissage sur sa game si un jour veut devenir un bon combattant. Puis je pense que tu sais, il a un bon potentiel. Je vois pas pourquoi il pourrait pas être un combattant compétitif dans l'UFC pendant plusieurs années. Je pense juste pas qu'il va battre Ricardo Ramos ce soir-là. Ensuite, 155 livres, le combat qui pourrait avoir l'air d'un combat qui nous intéresse beaucoup sur cette carte-là, mais que quand tu prends le temps d'analyser le footage, c'est peut-être pas tant que ça un bon combat finalement. Et c'est l'affrontement entre Francesco Trinaldo et Bobby Green. Et puis la raison pourquoi je dis ça, c'est que Bobby Green, là, si tu t'appelles Lando Vannata, puis t'es un complet malade mental, puis tu lui cours après, puis tu mets du volume sur lui, ben tu le forces à se battre, puis ça fait un excellent combat. Bobby Green, si tu forces Bobby Green à se battre, il va se battre. Le problème, c'est que si tu le forces pas à se battre, il se battra peut-être pas. Puis Francisco Trinaldo est vraiment un gars qui est content là, de justement avoir un style qui ressemble drôlement au style de Jacare Souza là, dans ses vieux jours, c'est-à-dire plodding, avance lentement, puis essaie de draw in and strike pour counter en retour. Et puis, si ce slow pace fight là a lieu, c'est absolument un Francisco Trinaldo fight. Et puis, tu sais, Bobby Green, ça va être à lui de mettre son pace, d'imposer son momentum. Cependant, il ne fait juste pas ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu Bobby Green imposer son momentum que je peux pas avoir confiance en lui dans ce combat-là. Et c'est pourquoi j'ai Trinaldo par décision. Ça nous mène à un autre combat chez les 170 livres. Warley Alves contre Randy Brown. C'est un des bons combats sur la carte. Les deux ont eu de très belles performances dans leur dernier combat. Et puis, écoute, je pense que c'est vraiment le genre de combat que si c'est pour se finir tôt, c'est 100% sûr que Warley Alves gagne. Et si c'est pour se finir tard, voire à la décision, c'est pas mal assez certain que Randy Brown gagne. C'est deux combattants qui se sont beaucoup améliorés techniquement dans tous les aspects du combat. Randy Brown est peut-être encore pas un super bon lutteur défensif, surtout à open air, mais pour le reste, ça va très bien. Il est même rendu bon pour créer de l'espace avec ses jambes, aller chercher des butterfly hooks, aller chercher des pieds dans les hanches, puis réussir à se relever rapidement, créer des scrambles quand il se fait takedown. Warley Alves, c'est quelqu'un qui pourrait, d'après moi, essayer de takedown Randy Brown pour le battre ainsi, mais c'est rarement son game plan. Il veut plutôt essayer de striker. C'est quelqu'un qui frappe quand même assez fort, puis qui est puissant, puis je vous dirais qu'il est assez solide
En termes de striking, le problème avec Alves, c'est qu'il commence très fort et se fatigue dangereusement, puis le combat avance. Et puis, je pense que c'est probablement ça qui va arriver. Randy Brown a tendance à être assez tough, là, à part le super freak knockout qu'il y a eu contre Nico Price, qui est le call le plus légendaire de l'histoire du sport, selon moi. On l'a jamais vraiment vu se faire décoller bien raide. Là. Donc, j'ai Randy Brown par décision aussi. Je pense qu'il va absolument réussir à imposer son rythme plus tard dans le combat, vers le deuxième round. Mais ça va absolument être assez pour aller chercher cette décision-là. Ensuite, troisième combat de la soirée chez les 145 livres, deux gars qui font le saut dans cette division-là. C'est Douglas Silva de Andrade et Renan Barao. Et puis, ben, j'ai absolument rien à dire sur ce combat-là. Douglas Silva de Andrade par TKO au premier round. C'est ça, il tente de le soumettre, peut probablement le soumettre aussi. Renan Barao, j'ai fini de piquer des combats pour lui, ça fait très longtemps. Puis c'est malheureux qu'il se batte encore, mais tabarnouche, il se bat encore, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Fait que De Andrade, KO round 1. Deuxième combat de la soirée, c'est chez les dames. En fait, les deux derniers combats de la soirée sont chez les dames. Et puis celui-là est à 125 livres. C'est Ariane Lipski contre Veronica Macedo. Et mon Dieu, que c'est rendu quelque chose de complètement autre pour Ariane Lipski, qui était probablement une des 5 meilleures flyweight au monde avec la division existe dans l'UFC. Et puis, en tout cas, elle est arrivée dans l'UFC. Ça va pas bien. Elle a quand même perdu contre des bons adversaires. Mais quand tu te fais out-grapple par Molly McCann, c'est parce que tu vraiment aucune takedown defense. Puis autant je pense qu'elle est probablement plus talentueuse que Veronica Macedo, mais Macedo, c'est la grappler dans ce combat-là. C'est la fille qui a absolument pas peur de se battre sur le top comme en dessous, qui est capable d'aller chercher des soumissions des deux places, et puis qui est quand même très athlétique et explosive en général. Donc si Ariane Lipski est pas capable de défendre un takedown pour sauver sa vie, elle est peut-être pas dans la bonne situation ici. Puis j'ai Veronica Macedo par soumission au deuxième round. Finalement, chez les dames 135 livres, Vanessa Melo contre Tracy Cortez dans un combat où je me dois de favoriser Tracy Cortez qui arrive du Contender Series. Bonne prospect, 6 victoires, une défaite en carrière, 16 victoires consécutives. D'ailleurs, elle a perdu son premier combat, n'a jamais perdu depuis. Melo, c'est une bonne combattante debout, genre brawler, un peu brawler féminine, genre fille qui va vouloir échanger. Cependant, ne semble pas être une master de la takedown defense. C'est pas mal comme ça qu'elle a perdu 6 de ses 16 combats pro. Et puis Tracy Cortez, c'est exactement ça qu'elle va chercher là, dans ce combat-là. Je dirais que pour cette division-là, c'est quand même une bonne lutteuse, quand même une bonne grappler. Donc, c'est sûr que c'est des périodes longues debout, ça se peut que Cortez se fasse infliger du dommage, mais je pense que généralement, elle va réussir à aller chercher ses takedowns et gagner une décision ici contre Vanessa Melo. Ça conclut mes analyses et prédictions pour la carte de l'UFC Sao Paulo. Laissez-moi un like si vous avez apprécié, laissez-moi un petit commentaire pour me faire part de ce que vous me faites déjà part là toutes les semaines. Vous me laissez des commentaires, puis je suis bien content. Donc, faites-moi part de vos prédictions, de qui vous avez hâte de voir, qui vous avez pas hâte de voir. N'importe quoi vous avez sur le cœur, allez-y. Laissez-moi ça en bas. Et partagez avec vos amis sur Facebook, sur Instagram, tout partout sur le territoire, sur Twitter, ça serait bien sur Twitter. On dirait que je suis pas vraiment bon avec Twitter. Mais suivez MMA Talk partout, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, c'est MMA Talk THE, sur Twitter, THE sous-MMA Talk, et of course MMAtalk.ca, le meilleur site internet au monde, c'est là que ça se passe, je le dis à tous les semaines. Et puis, c'est ça, à la prochaine.